Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de la revue hebdomadaire de Québec Nouvelle. Donc ici Philippe Sauce 5 mars, j'espère que vous avez passé une merveilleuse semaine. Donc aujourd'hui, cette semaine, on a une émission assez spéciale. Donc ça va être en deux parties. D'abord, je vais revenir un petit peu sur quelques événements. Ça a quand même été une semaine un petit peu mollo. Mais il y a tout de même eu le Forum économique mondial, Davos 2023. Donc on va revenir un tout petit peu là-dessus. On va revenir, évidemment, il y a eu cette espèce de grosse controverse par rapport aux cuisinières au gaz, le lien qu'on fait avec le lien supposé avec l'asthme et cette espèce de c'est comme devenu viral du jour au lendemain, la volonté de bannir les cuisinières au gaz. Donc, on va revenir un petit peu là-dessus. Euh, et ensuite, c'est ça, comme je dis, ça va être un petit peu spécial, là. On reçoit un invité cette semaine, donc Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables. Donc, il va venir nous parler un petit peu de sujets qu'on a déjà un petit peu traités, mais il va venir nous en parler plus en détail. Il a une opinion super intéressante là-dessus. Il va nous parler justement de la position de la Fédération canadienne des contribuables sur McKinsey et Just Transition. Donc, il va nous parler à quel point ça affecte notre portefeuille en tant que contribuable. Donc, on va aller voir ça. Donc, pour commencer, comme je disais, alors, on commence avec Davos 2023. Donc, comme vous le savez, c'est la grand-messe des élites mondiales. Donc, tous les des grands dirigeants, des dirigeants de banques, des dirigeants de pays, disons, de la gestion mondialiste se réunit sur une base régulière à Davos. Et donc, c'est cette semaine. Et on le sait, dans les dernières années, le Forum économique mondial, disons que sa réputation a pas mal décliné, là. Ce qui est assez surprenant, et ça va être mon point aujourd'hui, c'est le fait que c'est comme si il est controversé des deux côtés du spectre politique, autant à gauche qu'à droite maintenant. Et donc ça fait en sorte que il y en a beaucoup qui se posent la question, est-ce que c'est en quelque sorte un peu la fin du mondialisme? Est-ce que c'est la fin de cette espèce d'illusion qu'on avait depuis les années 90, qui faisait en sorte que on déléguait en quelque sorte la gestion du monde à ces rencontres-là, à Davos, au G20, G8, etc. Et que c'est là que tous les dirigeants et comme je disais, décident des choses du monde. Est-ce que le cynisme est rendu trop grand dans les populations pour accorder comme de la crédibilité à ça? Est-ce que les histoires de Great Reset de Klaus Schwab a vraiment mis les derniers clous dans le cercueil? La question se pose. Puis comme je dis, c'est ça que je trouve que je trouve intéressant. Si je vais voir, je suis tombé sur c'était simplement un petit reportage là, de Al Jazeera. Bon, vous me critiquerez si c'est Al Jazeera, mais je trouvais ça juste drôle parce qu'il mettait des images. Juste un moment, je vais aller voir. Il mettait des images de manifestants qui sont manifestement de gauche. On voit ici tout l'apanage classique de la gauche et le principal point, dans le fond, que la gauche critique du Forum économique mondial, c'est en lien avec les inégalités. Évidemment, c'est tous les plus riches et c'est eux qui décident des grandes politiques économiques du monde. Donc, la majorité des manifestants dans la rue, ça va être du monde de gauche, justement, qui critique les inégalités qui ont augmenté d'une manière impressionnante. Sérieusement, depuis la pandémie, c'est encore pire. Là, ça a augmenté là, en flèche. C'est vraiment intense. Et c'est ça. Là, t'as ça dans la rue et là, c'est du monde qui parle de taxer les riches, de faire plus de mesures, dans le fond, pour réduire les inégalités. On va juste aller regarder vite, vite. Là. Now, they include a group of millionaires who want the world's elite to get serious about global wealth disparities. Other activists are demanding stronger action to tackle the climate crisis, including curbing the oil and gas industries. I'm here with patriotic millionaires from the UK. I've come out to join the hike and the protests here because we're in favour of wealth taxes. We really want to reduce this level of wealth inequality in the world that's so corrosive to society. You give your governments permission to tax you and to reduce your wealth, the governments can do much more useful things with your money than you can. We see that. OK. Donc là, c'est ça que je trouve surprenant. C'est que là, depuis quelques années, au bout du compte, il y a un autre côté du spectre. Bon, que je dis qu'il est à droite, qui n'est pas nécessairement à droite, mais disons, les plus grands critiques des mesures sanitaires, etc., critiquent le Forum économique mondial et toutes ces idées-là de Great Reset, justement avec un argument qui est pratiquement contraire, c'est qu'ils disent là, c'est rendu qu'on a l'impression que ces élites mondialistes-là, ils sont en train d'essayer d'établir une espèce de forme de néo-communisme. La fameuse phrase, vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Et donc, toutes ces espèces d'alignements-là, et le Forum économique mondial qui est rendu
pratiquement un des plus grands promoteurs de la transition énergétique. Au bout du compte, la majorité de nos politiques qui visent à bannir tout ce qui est des hydrocarbures viennent pas mal de ces réseaux d'élite-là. Et c'est pour ça que c'est drôle. Des fois, il y a comme un réflexe très militant à gauche, sans qu'ils réalisent vraiment contre quoi ils se battent. Ça me fait penser à quand il y avait eu le G20, c'était à l'été 2018, si je me souviens bien, à Québec. Et ça me faisait rire parce que tu voyais des manifestants de gauche dans la rue critiquer le G20, justement, dans la même dynamique, critiquer les élites, etc. Mais au même moment, tu avais Donald Trump qui foutait le bordel, en quelque sorte, qui se foutait des conférences et qui, au bout du compte, envoyait le message qui disait le G20, c'est rendu passé date, ça ne sert peu à rien. Moi, je dirige les États-Unis, America First, etc. Fait que je me rappelle avoir fait le commentaire à un moment donné à des gens de gauche, à leur avoir dit je suis désolé, mais Donald Trump en ce moment, il cause beaucoup plus de problèmes au G20, puis il est une plus grande opposition, une plus grande manifestation contre le G20 que vous pouvez le faire dans les rues comme vous faites depuis des années sans que ça ait jamais eu vraiment de résultat. Donc on est un petit peu dans la même situation ici, et c'est drôle parce que comme je dis, c'est ça, ils disent on veut qu'il soit plus intense, comme vous voyez sur la photo ici, Climate Justice Now. Mais c'est dans le plan du Great Reset, ça a toujours été dans le plan. Donc, à un moment donné, j'ai l'impression que des fois, c'est des slogans qui deviennent un peu passé date, que la gauche aime bien les slogans, répéter des slogans tout le temps. Et il y a comme même une espèce de romantisme de la manifestation. C'est toujours un peu présenté selon les mêmes manières, avec des banderoles comme ça. Et on dirait que parfois, ils commencent à avoir un certain décalage entre leurs manifestations et ce contre quoi ils protestent. Donc, comme je dis, c'est drôle de voir parce qu'en ce moment, le Forum économique mondial est clairement pas contre la transition énergétique. En fait, c'est pas mal ce qu'ils mettent de l'avant. Et bon, c'est ça. Puis le dernier commentaire, attendez, c'est la cerise sur le sundae quand même, de dire que le gouvernement s'occupe mieux de votre argent que vous. Parce que, attends, on va le remettre, mais c'est ce qu'il dit, là. Il dit le gouvernement est meilleur pour s'occuper de l'argent que vous. Alors qu'on le sait que de manière assez empirique, c'est complètement faux, là. Les gouvernements sont pas des très bons gestionnaires au bout du compte. Do much more useful things with your money than you can. C'est délirant. Bon, en tout cas. Donc, c'est ça. Je ne vais pas aller nécessairement dans les détails, mais bon, comme d'habitude, il traite de beaucoup de choses. Ophélien Champlain, pour Québec Nouvelle, nous a écrit un article justement où il rapporte leur volonté de censurer encore davantage Internet, parce qu'au bout du compte, toutes les lignes, disons, mondialistes ont beaucoup de misère avec la critique et tout ce qui s'oppose à eux, au bout du compte, sont toujours considérés comme extrémistes radicaux. Et ça fait en sorte qu'il y a une très forte pression de bannir, au bout du compte, ce genre de contenu. Et bon, on va considérer complotiste tout ce qui s'oppose à ça. Mais au bout du compte, c'est justement ce qui est un petit peu ironique. C'est que les fameux complotistes, bon, il y a une gradation. On peut être un peu complotiste, on peut aller à fond la caisse et dire que les aliens ont construit les pyramides d'Égypte. Reste qu'au bout du compte, si l'argument est que des élites mondiales contrôle la planète et dirige les angles politiques des pays, et qu'il y a en quelque sorte une espèce de pouvoir supranational en haut des États qui contrôle tout, ils n'ont pas complètement tort. Au bout du compte, le Forum économique mondial et certains aussi, on va en reparler tantôt, mais McKinsey, certaines institutions comme ça font en sorte que oui, effectivement, les États nationaux, ils ont comme une espèce de forme de pouvoir au-dessus de leur tête qui influence leurs décisions. Et la gestion mondialiste qui a cours depuis au moins les années 90 avec l'ouverture du monde, la chute de l'URSS, a cultivé ça avec les G20, les G8, les forums économiques mondiaux, créer cette dynamique supranationale. Donc, c'est pas complotiste de l'affirmer, c'est complètement ça. Et les populations, depuis quelque temps, commencent à trouver que ça va bien faire. Et c'est pour ça qu'il y a comme un backlash et le monde se demande est-ce que ça a encore vraiment lieu d'être, de juste envoyer toutes ces élites-là discuter de notre sort à nous. Donc, c'est ça. Donc, maintenant, on va passer au thème 2. Donc, les cuisinières au gaz. Donc, encore une fois, une espèce de situation où du jour au lendemain, le monde commence à tout dire la même chose. Les cuisinières, le fait de bannir les cuisinières au gaz a comme commencé aux États-Unis à partir de décembre, en fait à la tournée de l'année. Là.
on n'avait jamais vraiment entendu parler de ça, mais là, je viens de voir que dans les médias français, il avait commencé à parler d'une étude en tant que telle. Bon, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est qu'il y aurait une étude qui dirait qu'il y aurait un lien entre l'asthme infantile et les poêles au gaz. Donc, suivant en considérant cette étude-là, des gens sur un comité aux États-Unis, le comité qui s'occupe dans le fond de la sécurité des produits de consommation, là, a mis de l'avant, dans le fond, le fait de bannir les cuisinières au gaz. À la base, ça a été refusé, même par les démocrates puis par les républicains, et tout le monde a l'air de dire « Ouais, là, ça va peut-être un petit peu trop loin. » Finalement, il a comme trouvé une espèce de petit loophole. Ben, il a repris cette étude-là, et en plus, il a pris comme un espèce de sondage qui disait que les gens auraient peut-être pas assez dans le fond, d'avertissement de sécurité à l'achat d'une cuisinière au gaz ou quelque chose du style. Et là, ben, ça s'est allé un petit peu plus loin. Au bout du compte, même le gouvernement Biden a dit que eux, c'était pas vraiment sur la table, que c'est le genre de législation qui se fait plus au niveau local, hein, au niveau des États, au niveau des villes. Donc, ça crée comme une situation comme c'est comme s'il y a des militants hein, à certains niveaux des institutions du gouvernement qui poussent la chose, et même le gouvernement qui habituellement serait plus prompt à agir là-dedans, ça le met comme, le gouvernement Biden, je veux dire, ça le met comme dans une situation un peu spéciale. Mais le fait est que, c'est ça, fait que là, le monde s'en met à fouiller, et le monde s'en met à dire, ça vient d'où cette histoire-là de vouloir bannir les cuisinières au gaz. Et là, en fouillant un peu, le monde a réalisé que l'étude qui était citée au bout du compte, là, à force de contacter les auteurs, puis qu'il y ait de la pression, puis tout, les auteurs même se sont rétractés. On dit, non, au bout du compte, notre étude ne confirme pas de lien de corrélation entre les cuisinières au gaz et l'asthme. Et même si, en allant plus loin, bon, c'est pas nécessairement c'est une étude, mais c'est une revue de la littérature. Donc, c'est pas comme s'il y avait eu des tests, mais c'est une revue de la littérature existante. Et ils ont omis certaines des études les plus exhaustifs sur le sujet. Donc, une des études les plus citées, exhaustives sur le sujet, 500 000 enfants ont été testés, donc des données de 500 000 enfants, et qui, dans cette étude-là aussi, disent qu'il n'y a aucun lien entre les cuisinières au gaz et l'asthme. Mais tout le monde semble rouler avec ça, et même je viens de voir des articles sortir récemment dans les médias, et personne ne se rétracte. Tout le monde continue sur le narratif que les cuisinières au gaz causent l'asthme. Donc, on parle de 13%, 12,7% des cas d'asthme chez les enfants seraient causés par ça. Mais comme je dis, les études, les chiffres ne sont pas aussi solides. Et c'est ça. Fait que là, il y a eu un contre-coup de ça. Mais là, je viens de voir que là, dans les derniers jours, dans les dernières heures, là, les auteurs, ils se rétractent sur leur rétractation. Ils disent non, finalement, c'était vrai, puis tout. Et là, ils disent nos chiffres sont mal interprétés, c'est ça. Mais bon, à la base, il aurait peut-être fallu ne pas se rétracter et juste bien les expliquer. Mais en tout cas, ça crée une situation un peu confuse. Mais où on voit qu'au bout du compte, les gens se soucient très peu de la solidité des chiffres de l'étude. Au bout du compte, on a un narratif qui entre dans le fameux dogme de la transition verte. Et on veut bannir les cuisinières au gaz du jour au lendemain comme ça. Et là, même, je vois, je vais vous montrer vite, mais je vois que même le PQ est embarqué là-dedans. Le PQ est en faveur aussi. Donc, vous avez dû voir l'image. Donc, au Québec, ce qui s'est passé, c'est que c'est l'association. C'est une association des médecins environnementalistes, ou quoi du style, là, qui ont mis de l'avant ça. Puis ça a fait la première page du Journal de Montréal avec cette photo-là, avec cette charmante dame très souriante. Et c'est ça. Donc, ça a fait la première page, là. Et comme je dis, c'est starté aux États-Unis en début de l'année. Et là, c'est déjà ici. Tu sais, du jour au lendemain, il y a tout le temps des sujets de même qui prennent comme une traînée de poudre. Et là, je voyais que là, Énergir doit retirer des pages de son site web qui fait la promotion des cuisinières au gaz. Le PQ réclame aussi une commission parlementaire. C'est comme si du jour au lendemain, des trucs qui sont quand même assez banals. Du jour au lendemain, là, ça devient une folie. L'environnement justifie n'importe quelle chose. Comme je dis, là, les gens qui ont fait l'étude sont en train d'essayer de ramener de la crédibilité sur leur étude. Donc, il faudra voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. En tout cas, en tant que personne qui a travaillé en cuisine, je vais vous dire une chose par contre. Des cuisinières au gaz, c'est supérieur à tous les niveaux qu'une cuisinière électrique. C'est même pas comparable. Je veux dire, pour saisir des viandes ou pour... En tout cas, on peut rentrer dans les détails, mais je peux pas croire
qu'on soit rendu à ce point-là de vouloir bannir absolument tout. Et je lisais aussi un autre gars qui disait sur Twitter, qui avait fait une analyse et qui disait qu'au bout du compte, et c'est les recommandations du gouvernement canadien, c'est le fait que c'est l'aération qui importe. C'est pour ça qu'on doit avoir des bonnes hottes, on doit avoir une bonne aération. Et il expliquait que dans n'importe quelle cuisson d'aliments, au bout du compte, il se crée des gaz de CO2, tu sais. Et il disait que l'huile d'olive causait... Il faudrait que je retourne voir le chiffre. Donc c'est ça. Donc le consultant Steve Everly va même jusqu'à écrire sur Twitter que tout dépend de l'aliment cuisiné. Par exemple, la cuisson de l'huile d'olive produit 17 fois plus d'émissions que la cuisinière en tant que telle. Donc ça veut dire que la cuisinière produit moins d'émissions que le fait de faire cuire quelque chose dans de l'huile d'olive. Donc là, vous voulez bannir la cuisinière. Est-ce qu'on va bannir l'huile d'olive aussi rendu là? Je crois pas qu'on se rende jusque-là. Mais vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Je peux bien comprendre que, c'est des hydrocarbures, les gens n'aiment pas ça. Bon, il faut la transition, etc. Mais quand on est rendu que de l'huile d'olive cause plus de gaz à effet de serre que le produit que tu veux bannir, il y avait peut-être question de... Peut-être qu'il faudrait se remettre en question à ce stade-là. Donc voilà, on n'en a pas fini. Là, s'ils font une commission parlementaire, ça va continuer. Donc on n'en a pas fini. Maintenant, on va aller voir, comme je vous dis, j'ai réalisé un entretien avec Nicolas Gagnon. On devrait répéter ça une fois de temps en temps. Donc, Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables vient nous parler de McKinsey et de la Just Transition de Justin Trudeau. Donc, Just Transition dans le sens de transition équitable, pas dans le sens de juste une transition. Donc, deux quand même controverses. Dans un cas, c'est une controverse. Dans l'autre, c'est vraiment un dossier politique en tant que tel qui coûte cher quand même aux contribuables. Donc, on va aller voir c'est quoi la position de la Fédération canadienne des contribuables et c'est quoi l'opinion de Nicolas Gagnon là-dessus. On va voir ça tout de suite. Donc maintenant, on va passer première entrevue pour ces revues hebdomadaires de Québec Nouvelle. Donc, je suis très content de vous offrir ça pour la première fois. Donc, on va recevoir pour cette première entrevue, on va recevoir Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables. Donc, il vient ici nous parler de deux gros enjeux. Là. Dans les derniers temps, vous avez sûrement vu ça passer. Les enjeux autour de McKinsey, cette firme-là d'expertise conseil, des consultants qui se font payer des salaires de fous et qu'on a utilisé pour la gestion de la pandémie pour une pluralité de choses, mais dont on a réalisé que le gouvernement est en quelque sorte un petit peu devenu accro à ça. Vraiment, là, McKinsey, leur influence qui a vraiment augmenté. On a vu des controverses par rapport à eux en France. Ça a commencé printemps dernier, durant l'été. Et là, c'est au Canada aussi, au Québec aussi. Donc, on réalise que cette entreprise-là est en quelque sorte un petit peu derrière toutes les décisions gouvernementales et a une très grosse influence. Donc, on va aller voir avec Nicolas Gagnon, voir c'est quoi que ça veut dire pour notre portefeuille, c'est quoi que ça veut dire pour les contribuables canadiens. Et en second lieu, on va aller voir aussi la Just Transition de Justin Trudeau, donc la transition équitable, donc cette espèce de planification là, pour une transition écologique. Et encore une fois, on va aller voir c'est quoi que ça veut dire au bout du compte pour nos finances, pour notre portefeuille. Donc, bonjour Nicolas Gagnon, ça va bien? Très bien, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir, heureux de t'avoir parmi nous. Donc, c'est ça, on va commencer par McKinsey. Donc, tu es venu nous parler de ça un peu. Je voulais savoir, grosso modo, c'est quoi la position de la Fédération canadienne des contribuables par rapport à McKinsey? Parce qu'on le sait qu'il y a beaucoup d'argent public d'impliqué. Donc, peut-être nous faire un portrait général là, de c'est quoi votre position par rapport à ça, là. Ouais, comme vous le savez, nous, on dénonce toujours les taxes, le gaspillage d'argent public, puis le manque de reddition de comptes du gouvernement. Puis dans ce cas-ci, il y a un peu des trois. Parce que le gouvernement qui décide de ne pas rendre des comptes en fait maintenant avec les contrats qu'il a octroyés à McKinsey, qu'il octroie quand même depuis plusieurs années, en fait. Pour ceux qui n'ont pas vraiment été mis au courant de l'histoire, il a été révélé récemment que McKinsey, en fait, possède plusieurs contrats avec différents ministères du gouvernement Trudeau, et ça depuis 2015, et que les montants qu'ils ont perçus depuis que Justin Trudeau est arrivé au pouvoir ont carrément explosé. Pour vous donner une idée, sous Harper, les montants qui ont été perçus par McKinsey, c'est environ 2,2 millions sur l'entièreté du mandat entre 2006 et 2015. En 2015 et 2022, les montants de McKinsey qui ont été perçus, c'est environ 101,4 millions en contrat. C'est une augmentation de 4500 % entre les deux gouvernements, juste pour donner une idée, pour des contrats qui touchent autant la défense nationale que la manière dont est gérée l'immigration au Canada. Et le plus gros problème là-dedans qu'on voit, c'est que le gouvernement a vraiment fait
preuve d'aucune forme de reddition de compte dans le processus. La quasi-totalité des 23 contrats qui ont été donnés à cette firme-là ont été faits dans un contexte de gré à gré. Pour se rappeler, dans la pandémie au Québec, le gouvernement québécois a versé pas loin de 35 000 de l'argent des contribuables à chaque jour pour les services de McKinsey pour la gestion de la pandémie et la relance économique. Ça revenu à peu près à 6,6 millions. Mais on avait, en tout cas, le gouvernement Legault avait justifié la question d'utilisation du processus de non-appel d'offres par le fait, de gré à gré, en fait, par le fait qu'on était en situation d'urgence, il fallait agir rapidement, il fallait chercher une expertise externe parce qu'on ne l'avait pas à l'interne. C'est quand même des très mauvaises excuses, mais là, au fédéral, c'est même pas dans un contexte de crise. On a été donné 101,4 millions de gré à gré, sans rendre de compte sur les contrats, sur la nature même de ces contrats-là aux contribuables comme à l'ensemble de l'appareil public. Et on a décidé de faire, ben voilà, McKinsey peut faire ce qu'ils veulent, mais on va prendre au pied de la lettre tous les conseils de McKinsey. Ça se demandait pourquoi est-ce qu'on vote pour 338 députés quand des firmes externes peuvent être mandatées pour faire leur travail à leur place. Et c'est surtout aussi, comme je dis, les mandats qui ont été donnés à McKinsey sont très larges et devraient déjà être la responsabilité d'employés fédéraux. Pour donner une idée, cette année, on a plus de 350 000 employés fédéraux, puis on augmente à chaque année au fédéral d'à peu près 15 à 16 000 le nombre d'employés publics à chaque année. Donc, on engage constamment plus de personnes dans la structure publique fédérale et on augmente en plus constamment le nombre de contrats qu'on verse à des firmes privées, mais en retour, est-ce qu'on a un gouvernement plus efficace, plus responsable, plus transparent? Non, sur toute la ligne. Puis les firmes privées, les firmes de consultation, en fait, ça a été révélé dans la dernière mise à jour économique, en fait, qui a été révisée par le Sénat, qu'il y a à peu près 24 milliards qui ont été versés à des firmes privées, dont McKinsey a pu profiter aussi à travers d'autres entités, ne serait-ce qu'à travers d'autres partenariats et d'autres contrats. Donc, il en reste beaucoup à révéler. Il y a maintenant une enquête qui a été ouverte par les partis de l'opposition à Ottawa. Là, il va falloir que, bien sûr, que les députés fassent leur job pour demander des comptes au gouvernement Trudeau, mais aussi que la population continue à maintenir la pression parce que clairement que McKinsey a quelque chose, là, doit rendre des comptes carrément. Là. Mais justement, peut-être expliquer un peu pour le commun des mortels, c'est légal de faire ça au bout du compte, parce qu'on le sait que pendant la pandémie, les appels d'offres étaient un petit peu mis sur pause, là, donc ça, on le comprend. Mais c'est légal au bout du compte. Si je comprends bien, là, c'est la fonction publique, donc c'est pas nécessairement la politique, hein, les politiciens élus, c'est la fonction publique qui est comme l'État qui reste. Hein, quand les politiciens, eux, s'alternent au gré des élections, la fonction publique, elle reste là. Donc c'est la fonction publique au bout du compte qui conclut ces ententes-là avec des firmes d'expertise conseil ou comment ça marche exactement? C'est légal, ça, de tout sous-traiter de cette manière-là? Oui, puis ça fait à un certain moment que c'est légal comme tel. Puis en même temps, la raison pour laquelle ça passe comme ça, c'est surtout parce que on a c'est les ministères, en fait, qui font les signatures des contrats directement avec les firmes. Puis ça, il y a pas vraiment de regard directement de la part du gouvernement. C'est pour ça qu'à chaque année, on a le vérificateur général qui doit repasser en révision l'ensemble des contrats qui ont été signés par les différents ministères, puis qu'il y a une reddition de compte qui est faite, mais elle n'est pas absolue. Et le fait qu'il y a eu, par exemple, là, justement, qu'il n'y a pas eu d'appel d'offres pour les contrats dont McKinsey a profité, ça, par exemple, c'est la nature même du problème qui a mené à l'enquête. On se demande pourquoi est-ce qu'il n'y a justement pas eu de processus d'appel d'offres alors que toutes les autres entités, normalement, sont soumises aux mêmes règles. Par contre, l'entièreté des ministères ou de l'appareil fédéral peut faire affaire avec des firmes externes en tout temps. Généralement parce que le gouvernement n'a pas l'expertise, que ce soit pour la question numérique, par exemple, quand ça a été un très bon exemple, quand ils ont fait leur application à Rivecan, ils auraient très bien pu le faire avec une simple firme de Toronto, mais ils ont plutôt mandaté plus d'une dizaine de firmes de tech pour faire une application qui aurait coûté $250 000 au lieu de coûter près de 50 millions à produire. Donc, je pense que ça avait été prouvé aussi que l'application pouvait se faire en quelques jours ou quelque chose du style. Là, quelqu'un l'avait comme refait lui-même. Là. Exactement, en une fin de semaine. Fait que ça donne une idée à quel point l'expertise des gouvernements, quand c'est dans d'octroyer des contrats comme ça, est assez douteuse. Donc, possiblement qu'on a des raisons de croire que les contrats qui ont été octroyés à McKinsey n'avaient peut-être pas lieu d'être ou peut-être auraient pu être faits à moindre coût. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir maintenir la pression, s'assurer de continuer d'envoyer des demandes d'accès à l'information, puis s'assurer que le gouvernement ou sinon l'opposition surtout fasse sa job.
Ah, c'est sûr. Écoute, puis moi, même au-delà du point de vue monétaire, on s'entend que, comme tu dis, c'est un petit peu comme on comprend que dans certains sujets de pointe, il peut y avoir une certaine forme de sous-traitance. Justement, le gouvernement n'est pas expert dans beaucoup de domaines. Mais là, on parle quand même de sujets qui sont éminemment politiques au bout du compte. L'immigration, la défense nationale. Donc, au bout du compte, ils traitent aussi de sujets qui, d'un, sont ultra controversés. Hein. La population puis les politiciens, ça se chamaille pas mal autour de ces sujets-là. Et là, en plus, ben c'est ça, c'est des sujets, c'est des expertises qui, au bout du compte, habituellement, on s'attendrait à ce que ce soit les politiciens. Ça me fait penser aussi au fait que ça fait des années qu'on parle de la technocratie, hein, du fait que, dans le fond, le pouvoir démocratique des peuples est un petit peu arraché par les États, les gouvernements. Comme je disais tantôt, hein, il y a les politiciens qui passent, mais l'État reste. Et dans le fond, la fonction publique devient un petit peu comme une caste de technocrates hein, qui gèrent l'État. Et bien là, c'est comme si on est en train de réaliser qu'il y a plus haut au bout du compte que les technocrates. Il y a, dans le fond, les firmes d'expertise conseil qui, eux, après, viennent littéralement faire le reste du travail ou en tout cas influencer ces technocrates-là. Donc là, ben, c'est difficile à un certain stade de pas embarquer dans ces espèces d'idées un peu conspirationnistes, hein, d'un mondialisme qui s'implante. Hein. Il y a quelqu'un, je pense, récemment, je ne sais pas quel commentateur, qui avait parlé de McKinsey en disant on dirait que c'est quasiment comme une espèce de gouvernement supranational hein, qui s'établit en haut des gouvernements. Donc, c'est ça, c'est une tendance qui est assez inquiétante au bout du compte. Là. Oui, surtout qu'on a déjà en masse de gouvernements comme ça. On n'a pas besoin d'un gouvernement supranational par-dessus le marché. On se fait déjà taxer de toutes les bords. Puis par-dessus le marché, tu sais, McKinsey, quand on parle justement de son rôle dans l'immigration, on peut se demander c'est quoi son rôle exactement dans la gestion de ce dossier-là, en fait. Parce qu'aux dernières nouvelles, on accueille des masses d'immigrants au Canada depuis quand même plus qu'un siècle ou deux. Là. Je veux dire, on a eu plusieurs histoires, plusieurs vagues d'immigration à travers l'histoire du pays. Pourquoi est-ce que McKinsey est soudainement utile pour gérer l'immigration? Est-ce que, on sait qu'il y a plusieurs provinces, justement, qui ont eu des revendications en termes d'autonomie sur la gestion de l'immigration. On a le Québec, on a aussi l'Alberta et la Saskatchewan qui en parlent, et même l'Ontario. Est-ce que McKinsey a donné des conseils au fédéral pour qu'il s'oppose à donner de gain de cause aux différentes provinces sur ces enjeux-là? Donc, est-ce que l'utilisation de McKinsey va dans le sens de la démocratie canadienne ou de la démocratie des provinces comme telle, ou finalement, elle sert vraiment juste des intérêts de la firme, puis de ses conseillers, puis en fait, de ses différents de ses actionnaires comme tels. Fait que vraiment, c'est à savoir ce que le modèle qui est vendu au gouvernement, puis qui est revendu, puis en fait, façon de parler, vendu au gouvernement, qui est acheté par le gouvernement avec notre argent et qui est forcé dans la gorge des contribuables. Est-ce que c'est vraiment dans l'intérêt des contribuables? Parce que c'est ça pourquoi on a voté? Ben, c'est la grande question de l'heure. Malheureusement, on va falloir attendre encore un peu pour que l'enquête ait lieu. Il va sûrement avoir juste quelques tapages sur les doigts, puis il n'y aura probablement personne qui va perdre sa job à cause de ça. Mais c'est au moins de savoir vraiment, est-ce que le rôle de McKinsey a lieu d'être dans l'état des choses, surtout quand on parle de contre-clés dans l'immigration et la défense nationale. C'est quand même pas rien. Donc, c'est ça. Pour la gestion de la pandémie, par contre, on a eu quand même quelques comptes. Là, on sait que ça a coûté 35 000 par jour, puis que le gouvernement, il savait tellement pas comment recommencer, comment relancer l'économie qu'il a dû dépenser 4,9 millions pour savoir comment relancer l'économie, alors qu'il fallait juste faire comme les voisins. Mais bon. C'est vrai qu'on avait un bon exemple au sud. Par rapport à l'immigration, je sais que il me semble que j'avais traité un peu la situation et il me semble que c'était M. Barton là, qui était directeur, je pense, de McKinsey à l'époque, qui était un petit peu derrière, je pense, la Century Initiative là, de Justin Trudeau. Donc, il y aurait quand même des liens qui ne sont pas nécessairement des liens directs dans les contrats de consulting qu'il y a eu, mais en tout cas, comme de manière indirecte, il semblerait que McKinsey serait derrière la Century Initiative. Et quand on regarde un petit peu le plan, au bout du compte, c'est strictement économique. Donc, ça ne parle pas vraiment nécessairement de tous les enjeux d'intégration, de tous les enjeux plus sociaux reliés à l'immigration, mais c'est strictement grossir la population pour grossir l'économie. Bon, je veux dire, c'est un argument qui se vaut, mais qui peut aussi être critiqué. Donc, en tout cas, comme tu dis, on va falloir voir, dans le fond, les résultats de l'enquête. Je pense. Est-ce que c'est Poilievre qui l'avait initié et ensuite il a été suivi, je pense, par les partis d'opposition? C'est bien ça? Oui, de ce que je comprends, mais il y a quand même une fronde qui venait vraiment de toutes les partis politiques. Je pense que le Parce NPD que a tout le pas monde mal était été uni, celui. oui. C'est ça, il y a pas mal juste le NPD qui a comme rejoint le bandwagon à la fin. Parce que bon, c'est quand même le Respecter parti qui. l'alliance. Ben oui, ils doivent quand même. Ils sont là pour la coalition, on veut pas, donc ils n'ont pas le choix. Là, ils le font pour l'image. En tout cas, je dis ça, puis j'espère qu'ils sont là aussi pour les principes. Mais le Bloc québécois puis le Parti conservateur ont vraiment fait.
ils ont tous les deux sauté là, sur l'occasion pour demander des comptes au gouvernement. Puis pour venir sur l'immigration, ça, c'est un enjeu qui est assez intéressant. On ne touche pas à ça à la FCC parce que ça ne fait pas partie de notre mandat, mais il y a quand même une distinction intéressante à faire parce qu'on nous rappelle souvent qu'en 1914, il y a à peu près un siècle, on était à environ 8 millions au Canada, puis aujourd'hui, on est 38,5 millions. Donc, la population a plus que doublé, voire quadruplé en un siècle, alors qu'on parle de la faire tripler d'ici 2100 avec le Century Initiative de 38,5 millions à 100 millions. Sauf que, bien sûr, il faut comprendre que ce n'est pas tout à fait la même façon de faire croître la population. Il y a de la natalité versus l'immigration qui sont deux enjeux très distincts. Donc, c'est là, je pense que ça devient intéressant peut-être pour les gens de se poser des questions sur comment est-ce que ces genres de firmes-là peuvent avoir un impact sur les politiques pour lesquelles ils votent, parce que clairement que je suis persuadé que la majorité des gens ne savaient pas qu'ils votaient pour ce genre de projet national ou post-national-là, en fait. Non, exact, c'était pas dans la plateforme au bout du compte. Et c'est un petit peu ce qui est dérangeant là-dedans, c'est de voir qu'au bout du compte, il y a une entreprise d'expertise conseil qui semble altérer les politiques alors que c'était pas vraiment annoncé dans la plateforme. Non, Mais bon, exact. on va. De toute façon, on n'a pas fini d'en parler, hein, puis on n'est pas les seuls à en parler. Comme je disais, c'est partout dans le monde. La France aussi est pognée avec ça, les États-Unis aussi. Donc, bon, on n'a pas fini d'en parler. Maintenant, on va passer à la Just transition, hein? Pas dans le sens de juste une transition, mais dans le sens de transition équitable. Donc, cette planification, dans le fond, d'un virage vert de l'économie canadienne. Donc, je suis moins initié. Peut-être je vais te laisser la parole pour expliquer, dans le fond, à nos téléspectateurs, c'est quoi exactement la Just Transition de Justin Trudeau? Oui, ben la Just Transition, essentiellement, c'est le plan qui a été déposé, surtout par le ministre de l'Environnement, Stephen Guilbeault, qui a été déposé juste avant le temps des fêtes, en fait, là, quasiment en catimini, pour annoncer une grande transition qui allait déjà, au courant des prochaines années, en fait, des 3 prochaines années jusqu'en 2026, coûter pas loin de 100 milliards. On parle de un plan environnemental de près de 99 milliards qui va être mis sur place pour décarboner l'économie et faire transitionner une partie des véhicules qui sont sur les routes dans le fond de l'énergie, des hydrocarbures vers des voitures électriques. Donc, c'est un projet qui est assez ambitieux. On s'entend 99 milliards sur 3 ans. Puis ça vient avec un paquet d'enveloppes, un paquet de subventions, un paquet de dépenses et fort possiblement aussi des augmentations de coûts supplémentaires qui vont être refilés aux contribuables. Mais le principal impact de ce projet-là, c'est qu'il ne vise pas juste à nous faire conduire des voitures électriques, qui, en passant dans le projet qui a été déposé, vise à ce que 20% des véhicules neufs qui sont vendus en 2026 doivent être électriques. Donc ça, il faut comprendre que ça va déjà avoir un impact sur les chaînes d'approvisionnement, sur les véhicules qui sont disponibles et sur leurs coûts également, ainsi que sur les assurances, etc. Mais il y a aussi le fait que ça va avoir un impact sur l'ensemble de l'économie canadienne au niveau comme on sait, du secteur énergétique comme du secteur agricole. Et le gros problème, en fait, parce que là, on parle des gros montants qui vont être dépensés, on parle des impacts que ça va avoir qu'il va y avoir au niveau de nos déplacements avec les nouveaux véhicules, etc. Mais il y a aussi des changements économiques parce qu'il y a près de 2,7 millions d'emplois qui ont été ciblés, en fait, par le Comité des ressources naturelles fédérales qui vont être impactés par la juste transition la transition juste. Et les 2,7 millions d'emplois qui pourraient être impactés, c'est autant tous les employés du secteur agricole, tous les travailleurs du secteur agricole, que tous les travailleurs du secteur énergétique, que en fait ceux qui travaillent dans le domaine manufacturier et autres. Donc, c'est vraiment très, très large. C'est un très très grand... intrusif, là, au bout du compte, dans plein de domaines de travail, là, au bout du compte. Là. Oui, puis c'est le gros problème avec tout ça, c'est que, comme je vous dis, on parle d'un gros montant, on parle d'un projet assez ambitieux en termes de dépenses, on parle de nouvelles contraintes, mais on ne donne pas aucun chiffre sur qu'est-ce qui va arriver réellement aux travailleurs. On nous parle de deux choses. Soit on va carrément prendre l'argent des contribuables et créer des jobs de transition, c'est-à-dire qu'on va prendre des travailleurs qui travaillent dans le pétrole puis les faire travailler dans une usine de panneaux solaires où on va faire des concierges avec eux puis donner une compensation salariale pour que, dans le fond, tout ça va être payé par les contribuables pour les forcer à quitter leur emploi qui sont déjà payants et qui ramènent beaucoup d'argent à l'économie. Ou sinon, on va carrément leur donner des cours qui vont être payés par le gouvernement ou donc par les contribuables pour qu'ils puissent aller chercher une expertise différente. Donc, ça, c'est à savoir maintenant à combien d'employés dans le domaine de l'énergie ça va s'appliquer. On ne le sait pas. On sait que dans un projet de décarboner l'économie, comme le veut le gouvernement Trudeau, il n'y aura pas le choix de s'attaquer au secteur énergétique.
Et considérant qu'il y a pas loin de 500 000 personnes qui travaillent dans le secteur énergétique en tout et partout, là, directement et indirectement au Canada, ça fait beaucoup de personnes qui pourraient être impactées. Puis les pertes, c'est pas juste au niveau de ce que les contribuables vont payer pour ces jobs-là qui vont transitionner, c'est les pertes économiques de ces emplois-là. C'est-à-dire qu'ils ne produiront pas le même, ils n'auront pas le même revenu fiscal, en fait, pour le gouvernement. Donc, ils vont moins contribuer, possiblement parce qu'ils auront des moins bons jobs et qu'ils vont avoir une partie de leurs revenus qui vont être directement dépendants du gouvernement, mais aussi la valeur plus de leur emploi dans l'ensemble de l'économie va être réduite. On s'entend dans le secteur pétrolier, ça joue une très grande part pour nos exportations, ça joue une grande part pour les retombées économiques locales. Donc, ça va avoir un impact dur, mais on parle aussi du secteur agricole. Puis ça, je veux dire, c'est quand même vital. Ce qui pourrait arriver si, par exemple, on augmente les charges pour les agriculteurs. Je tiens à rappeler qu'en 2019, quand les employés de la CN avaient décidé de bloquer les chemins de fer à Toronto, en Ontario, pardon, les agriculteurs du Québec ne pouvaient plus recevoir du propane. Puis il y en a plusieurs qui ont fait faillite carrément parce qu'il manquait de propane pour finir leur récolte à ce moment-là de l'année. Donc, je veux dire, imaginez maintenant si on augmente après les années qu'on vient de voir avec l'inflation, les problèmes de chaîne d'approvisionnement, si on augmente les contraintes sur les agriculteurs par-dessus le marché, tout en donnant toujours des compensations à perte, comme on le fait avec la taxe carbone, pour ces différents travailleurs-là. Donc, la transition juste comme telle est totalement injuste. Et, Ouais. et le gros problème avec ça, c'est que ça passe largement inaperçu. Ça fait ça parce que, pourquoi? Mais parce que tout est beau. Quand on le présente juste sur un point de vue général, les gens veulent entendre parler de transition, ils veulent entendre parler d'énergie verte, mais ils n'ont pas nécessairement été informés de l'impact réel de ce coup-là, de ce choix-là. Et des Non, exact. Même là, tu m'en parles là, et écoute, je veux dire, je suis quand même une personne qui suit ça pas mal au jour le jour. On dirait qu'avec cette quantité, en fait, d'annonces par rapport à la transition, mais j'ai l'impression que ça se dilue un peu dans l'eau et le monde ne réalise pas à quel point ce plan-là, justement, comme tu viens de l'expliquer, est significatif. On parle quand même de quoi de gros, là. Je veux dire, tu sais, il y a tout le temps cet argument-là par rapport à l'économie, à quel point un gouvernement peut s'ingérer dans l'économie. Il y a tout le temps l'argument la main invisible et versus, mettons, les subventions gouvernementales et le fait que le gouvernement soit interventionniste. Et là, c'est pas juste interventionniste, là, on parle littéralement de vouloir démantibuler en quelque sorte des secteurs entiers de l'économie et essayer de jouer à Dieu en essayant de revirer ça vers quelque part d'autre. Mais comme tu l'as bien expliqué, c'est assez difficile après ça d'aller vraiment viser ça va être quoi les externalités, tant négatives que positives. J'ai l'impression qu'il va y avoir pas mal plus d'externalités négatives dans ce dossier-là parce que c'est vraiment difficile à justement voir où que tout va se diriger avec ça. Donc, oui, c'est assez intense dans le fond comme type de politique. Parce que là, je te laisse, oui. Excuse-moi, mais dans le fond, ce que je voulais juste pour compléter ce point-là, c'est que la raison pour laquelle on en parle un peu moins au Québec, c'est possiblement parce qu'on a l'idée que ça va surtout impacter l'Ouest à cause du secteur énergétique qui est pas mal plus important dans l'Ouest et aussi qui est plus représenté dans les contraintes que le gouvernement fédéral veut mettre en place, en fait, d'une certaine manière. Donc, que ce soit pour le contrôle des émissions de carbone avec la nouvelle réglementation là, sur les carburants propres qui va commencer le 1er juillet. Donc, on voit toujours comme le secteur énergétique comme étant la principale cible du gouvernement fédéral, mais ça serait vraiment de se tromper de penser qu'il se limite à ça, parce que comme je dis, on s'entend là, quand on parle de l'agriculture, c'est un secteur très important, autant pour le Québec que pour le reste. Au Québec, on se sent moins concerné quand on parle du secteur pétrolier, parce qu'il y a peut-être moins de 18 000 emplois en tout et partout dans ce domaine-là. Mais quand on réalise le nombre de fermiers, d'agriculteurs qui pourraient perdre leur terre demain matin si jamais ils perdent une récolte ou deux, là, puis de voir, ou sinon s'ils voient leurs contraintes sur leurs émissions ou sur leurs taxes augmenter, peu importe de quelle manière, c'est là que les fonds, comment dire, il pourrait avoir des impacts là, non négligeables à très long terme. Mais c'est ça, effectivement. On dirait que le gouvernement s'est mis dans cette mission de transformer carrément l'économie et le mode de vie des gens de facto. Je veux dire, il n'y a pas si longtemps, on parlait d'éliminer les sacs de plastique, les pailles de plastique et tout ça. Bon, c'est pas ça. Par contre, ça vient de passer. Exactement. C'est pas ça qui a le plus gros impact sur nos vies, on s'entend, mais c'est petit à petit et on s'entend que ça commence à devenir de plus en plus contraignant. Puis la transition juste est possiblement le point culminant de cet effort-là. Puis je présume aussi que ils ont parlé aussi, je pense, les voitures bannies en 2030 ou c'est 35, je ne me rappelle plus exactement. Les voitures à essence, je veux dire.
2035, du moins la vente de nouveaux 35, c'est véhicules. ça. Ça, on sait qu'au Québec, c'est déjà entamé, puis je pense que ça va être la même chose au fédéral, à moins que je me trompe. Là, ils sont pas mal alignés sur les mêmes objectifs. Mhm, Toujours, les deux aussi sont alignés sur l'objectif de 2050 pour la carboneutralité. mhm. En fait, c'est particulier parce qu'on pourrait quasiment discuter de la question là, des pouvoirs entre le provincial et le fédéral, parce que François Legault, qui est un premier ministre qui est arrivé en se disant nationaliste et en voulant Mhm. comment dire, défendre les intérêts du Québec, aligne beaucoup de ces intérêts-là, aligne beaucoup de ses, comment dire, de ses ambitions vers une économie verte en fonction des ambitions d'Ottawa également. Exact, oui. Ça serait très intéressant de voir comment est-ce que lui, François Legault, va réagir éventuellement à la transition juste, s'il va prendre la défense des contribuables québécois, des fermiers, des travailleurs, ou sinon, s'il va rejoindre l'agenda et dire, ouais, il est le temps de transformer une fois pour toutes l'économie québécoise. Mhm. Bref, il parle de créer de l'énergie verte. Ça semble être pas mal dans les mêmes eaux. Bon, on a hâte de voir ce qui va se passer. Pour l'instant, je pense que l'Assemblée nationale n'est même pas encore réouverte. On va voir ce qui va se passer cette année, Mhm. puis s'il va prendre le temps de s'exprimer là-dessus. Mais c'est vrai, ça. C'est vrai que c'est surprenant, ça, le virage de la CAQ, qui est devenu un parti ultra vert quand tu regardes au bout du compte ses politiques et les annonces qu'il fait, justement, qui embarque dans cette dynamique-là de vouloir bannir les voitures à essence, etc. Mhm. Quand tu le compares à la CAQ, ça a été fondé, quoi, en, je pense, 2012, 2013, je pense, ou quoi du style. En tout cas, Ouais, 2012 à peu près, ouais. ouais, je me rappelle pas exactement, mais la CAQ des débuts, c'était littéralement on exploite nos hydrocarbures, etc. C'était plus centre droit. J'ai l'impression que la popularité de la CAQ fait en sorte que quand tu deviens un parti centriste de même, ben, tu te mets à vouloir tirer un peu de toutes les bords. Et ben, je pense que ça, peut-être que c'est le genre d'idée qui s'est fait dire que bon, il faudrait paraître plus vert. Donc, ben, comme tu dis, il va falloir voir au bout du compte, hein, si, comme tu dis, il y a des intérêts pour les Québécois à être protégés là-dedans. Est-ce qu'au bout du compte, François Legault va sauter pieds joints dans la transition équitable de Justin Trudeau, ou bien est-ce que, comme tu dis, il va être plus pragmatique et vraiment faire plus ses devoirs et regarder c'est quoi les conséquences que ça a pour le contribuable? Donc, ben, ça va être à voir. Ben, écoute, c'était super intéressant. Vraiment, j'espère qu'on va se reprendre ça bientôt. Puis, ben, c'est ça. Donc, j'espère que les auditeurs, j'ai l'impression qu'ils ont dû apprécier aussi. Des fois, ton image, je l'ai un petit peu, mais au moins, l'audio restait là. Donc, ben, écoute, c'était un plaisir, Nicolas Gagnon. À la prochaine. Puis, passe une bonne soirée. Ben, ça fait plaisir. Merci beaucoup, puis à très bientôt. À très bientôt. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. Donc, comme je vous disais, hein, une émission un petit peu différente. On va essayer de faire ça plus souvent, d'avoir des invités comme ça pour venir nous parler. Et ben, on se revoit la semaine prochaine. Merci bien.